Suite de la vidéo Scorsese dans l'œil de Méliès, que vous devez absolument regarder pour comprendre ce qui suit. Tressé avec l'histoire principale qui implique Hugo et Isabelle en quête de mystères liés à un automate, une histoire secondaire se développe avec l'inspecteur de la gare qui est amoureux d'une fleuriste et à qui il se décide à aller parler. Pour meubler le silence que cause sa timidité, il lui dit qu'elle vend de jolies fleurs, ce à quoi la fleuriste lui répond que les fleurs viennent de Gourdon. Historiquement, les premières loges maçonniques en France apparurent entre la fin du XVIIe siècle et la première moitié du XVIIIe. Et c'est dans le Quercy, où se trouve la ville de Gourdon, que fleurirent de nombreuses loges à partir de 1717. Il faut également prêter attention aux tableaux abstraits qu'on voit dans le plan large, au moment où le policier se déclare à la fleuriste. On y voit un homme en orbite dans l'espace, avec à gauche un visage de profil, dont l'œil grand ouvert va vers son cœur, comme s'il le surveillait, tableau qu'on peut interpréter comme suit. Dans une cosmogonie universelle qui, au XVIIIe siècle, date des premières loges en France, se voit dépassée par une nouvelle théorie qui affirme qu'au-delà du Soleil existe une Voie lactée, donc que le système solaire est un système perdu parmi des milliers d'autres, et qui ne fait que réduire encore l'insignifiance de l'homme, accident biologique dans un univers sans fin. Dans cet univers, une quelconque histoire d'amour reste sous la vigilance de ces lois universelles, sous-entendues par le pouvoir des sociétés secrètes et la définition qu'elles donnent au monde. Le mot « vu » écrit de part et d'autre du tableau indique que tout individu est sous surveillance, sans même qu'il s'en rende compte, comme dans ce plan où les deux personnages, sous le charme l'un de l'autre, ne voient pas que leurs sentiments sont contrôlés par une société occulte qui autorise ou n'autorise pas les relations entre hommes et femmes, les autorise sous certaines conditions ou bien les réprime. Orwell le décrivait parfaitement dans 1984 et Scorsese dans After Hours, comme nous allons le voir un peu plus loin. Le policier, qui est comme tous les gens qui vont et viennent dans la gare, un automate, porte une attelle à la jambe pour renforcer son caractère de personnage au service de l'ordre suprême. Quoi de plus mécanique qu'un agent des forces de l'ordre, et lorsqu'il dit à la fleuriste qu'il a été blessé à la guerre, elle lui répond que elle a perdu son frère, tandis qu'en arrière-plan, on entend la chanson « Marguerite, donne-moi ton cœur ». Le frère de sang évoqué par la fleuriste est aussi le frère de loge, et la chanson nous renvoie au Maître de Marguerite, un roman russe qui, selon les spécialistes de son auteur, est une allégorie maçonnique. Quand les enfants se rendent à la bibliothèque de l'Académie du cinéma, ils y rencontrent le professeur Tabar, un grand cinéphile dont le nom est une nouvelle référence à Truffaut, dont un des personnages féminins de Baiser volé s'appelle Fabienne Tabar. Ce Tabar qui refuse de croire ce que leur révèlent les enfants, à savoir que Méliès est toujours en vie, et à qui les enfants, pour le prouver, lui proposent de le rencontrer en chair et en os. Tabar leur répond qu'il l'a déjà en fait rencontré parce que son frère travaillait comme menuisier dans les studios Méliès. Nouvelle référence au frère de loge à travers le frère de sang et le métier de menuisier aux origines de la maçonnerie des premiers bâtisseurs. Et il décrit aux enfants ce qu'il a vu en allant visiter les studios Méliès, un bâtiment tout en verre. Ici, l'objet et sa symbolique sont confondus si on considère que la franc-maçonnerie est communément désignée, souvent par ses détracteurs d'ailleurs, comme une maison de verre. Elle reçoit la lumière de toutes parts, symboliquement les connaissances, et elle les transmet de la même manière après les avoir passées au tamis de sa philosophie. Cette maison de verre est représentée dans cet aménagement dont on a déjà parlé, où la pyramide dépasse les dimensions de la maison, c'est-à-dire que les enseignements se projettent dans le monde en dehors de la maison où ils ont été étudiés. Et nous voyons comment on falsifie le réel avec ce plan qui nous fait croire à un monde sous-marin peuplé de créatures qui ne sont que des jouets plongés dans un aquarium par un accessoiriste. Ainsi, ce monde à la fois enchanté et effrayant, semblable au Jardin des délices de Jérôme Bosch,
est une interprétation du monde produit par cette maison de verre qui ne livre du monde qu'une lecture trompeuse. Le professeur Tabar, ici, quand il était enfant, se voit dire par Méliès « Si tu te demandes parfois d'où viennent tes rêves, regarde autour de toi, c'est ici qu'ils sont créés. » Comment faut-il interpréter cette réplique ? Quoi de plus personnel qu'un rêve ? L'endroit même où personne ne peut pénétrer pour y influencer quoi que ce soit. Toutefois, les rêves ne sont rien d'autre qu'une interprétation de la réalité sans que n'intervienne la raison. Méliès ne serait-il pas en train de dire à l'enfant que par tous ses artifices et tous ses trucages, il crée dans un studio une vision du monde tel qu'il est vraiment ? Alors qu'il est dans la grande horloge en compagnie d'Isabelle, le regard tourné vers la tour Eiffel, placée exactement sous la lune, Hugo lui dit que le monde est une immense machine et que chacun est ici pour une bonne raison. C'est beau et poétique, mais le contexte dans lequel est placé le spectateur va au-delà du décoratif. La tour Eiffel pointe vers la lune, comme le doigt qui montre la lune. C'est le doigt qui donne un sens à la lune et non l'inverse. Et c'est cette tour Eiffel, peut-être le symbole occulte le plus connu dans le monde, qui donne la définition de la lune. La lune est dans l'univers, mais l'univers, selon la définition que donne le Gadelu, et c'est dans cette définition que chacun doit trouver sa place. Petite digression au passage, sur cette confiance qu'on nous demande souvent d'avoir en l'univers, encore faut-il savoir de quel univers on parle, celui de Dieu ou celui des loges. S'ensuit une mise en abîme des rêves, c'est-à-dire qu'Hugo rêve qu'il rêve. Comme ça nous arrive souvent à tous, il rêve qu'il trouve la clé en forme de cœur sur les rails, tandis que le train qui entre en gare est obligé de se déporter sur le quai pour ne pas l'écraser et ainsi finir sa course dans la rue, comme c'est réellement arrivé à la gare Montparnasse en 1895. C'est-à-dire que le rêve d'Hugo fait de lui le protagoniste d'un événement antérieur à sa naissance et qui se trouve avoir eu lieu l'année de l'invention du cinéma. Quand il se réveille, il s'aperçoit qu'il est en train de devenir lui-même un automate, c'est-à-dire une pièce mécanique de cette grande horloge de l'univers dont il parlait à Isabelle dans la séquence précédente. Que ce rêve l'ait amené l'année de l'invention du cinéma, où s'est produite une catastrophe ferroviaire réelle, sans doute la plus iconique de l'histoire du chemin de fer, nous invite à douter qu'elle ait réellement eu lieu du fait qu'elle soit confondue avec l'année où fut inventé le moyen de fabriquer des rêves. Séquence qui donne une définition assez sublime de la mystique du cinéma, à partir duquel il est permis de douter de tout, y compris de ses propres rêves, avec l'inévitable effet de nous éloigner des certitudes divines. Et nous voyons Hugo totalement déstabilisé, ne sachant plus s'il est un enfant ou un robot, broyé par la mécanique de la grande horloge. Déstabiliser, confondre, pour ne pas dire tromper, fait partie du cheminement de tout apprenti sur le chemin de la connaissance ésotérique. Petite précision quant à la première partie de la vidéo où je dis qu'on ne voit pas la totalité du Voyage dans la Lune, le film de Méliès, il est montré ici presque intégralement, mais en projection, lorsque les enfants, accompagnés de Tabar, viennent le montrer à Jeanne Méliès, qui le croyait disparu, à la différence que la comédienne qui interprète Jeanne Méliès est incrustée numériquement dans le film d'origine. Pendant la projection survient Méliès, qui était mourant dans la chambre à côté parce que sa vie passée, liée à des souvenirs douloureux, venait d'être exhumée. Il voit les autres en train de regarder son film, alors il leur raconte son histoire, ses débuts d'illusionniste sur scène, sa rencontre inopinée avec la projection d'un des premiers films des Frères Lumière, dont le nom est comme la maison de verre confondu avec son symbolique, et dont on ne sait pas si l'arrivée du train en gare de la Ciotat est un motif aléatoire ou choisi pour provoquer délibérément chez le public la sensation que le train leur fonce réellement dessus. Suite à la vision de ce film des Frères Lumière, Méliès raconte qu'il a fabriqué sa propre caméra, aussi bricoleur et inventeur que le sera Kubrick, et raconte aux enfants comment il tournait ses films dans la maison de verre. Les deux cinéastes légendaires sont encore une fois confondus, d'après un parcours similaire, détachés de tout enseignement académique,
Méliès par la force des choses, puisque le cinéma n'existait pas vraiment encore, et Kubrick selon un parcours de parfait autodidacte. Dans cette maison de verre, on voit Méliès au travail, dirigeant comédiens et effets spéciaux, avec Jeanne sous un costume d'abeille. L'abeille incarnant chez les francs-maçons un idéal de fraternité et d'entraide. À ce moment-là, le vêtement d'Isabelle, leur fille adoptive, ne se rattache plus aux zèbres auxquels ressemblaient les créatures de la lune, mais à la tenue de scène de sa mère. La jeune fille est elle aussi initiée au grand secret de sa famille d'adoption. Méliès interprète une sorte de diable vert dans un premier tableau, auquel succède un second tableau où un dragon sur rail crache des flammes, et la mise en scène, celle de Scorsese, pas celle de Méliès, insiste sur la présence de rails pour nous rappeler que la fantaisie la plus débridée obéit aux mêmes contraintes que la circulation des trains. Autrement dit, tout est contrôlé par l'homme dans un univers entièrement mécanisé où les causes produisent les effets. L'homme est Dieu. Toute notion de surnaturel et de divin est évacuée de son univers. Puis Méliès raconte comment la guerre a ruiné son usine à rêve, dont il a brûlé les décors tandis que sa maison de verre s'effondrait sur elle-même. Il a vendu ses films qui ont été fondus pour fabriquer des talons de chaussures de femmes. Et on peut voir là une nouvelle traduction d'une pratique maçonnique qui consiste à retirer ses chaussures pour les donner à quelqu'un d'autre et ainsi formaliser son engagement de respecter les lois maçonniques. Ici, il s'agit de garder le silence sur les secrets de la fabrication de ces films. On voit ce geste accompli dans La Grande Vadrouille quand Bourvil passe ses chaussures à De Funès, dans Talons aiguilles d'Almodovar ou encore dans Cendrillon que Charles Perrault écrivit à la naissance des premières loges en France. Ces pieds de femme chaussés de talons hauts filmés ras du sol sont encore, décidément, un hommage à Truffaut qui filmait les mêmes à l'enterrement de Charles Denner dans L'homme qui aimait les femmes. Méliès, effectivement, à ce moment du film, est supposé assister à son propre enterrement. L'oncle d'Hugo disparu sans laisser d'adresse, et pour cause, on le retrouve noyé dans la Seine, le policier de la gare comprend que les horloges sont remontées par Hugo, le novice, l'apprenti, qui n'a pas le droit de connaître les secrets du temps. Il lui donne la chance avec son chien, le sauve d'un accident fatal, mais durant la fuite d'Hugo, pour échapper aux policiers, un plan de l'œil d'Hugo nous montre qu'il est désormais initié et qu'il a franchi un degré dans la procédure d'initiation du fait que jusqu'ici, il observait le monde derrière le chiffre 4 et que désormais il sort de la pendule par le chiffre 5 pour se retrouver dans la même situation qu'Harold Lloyd. Seule l'horloge peut lui sauver la vie. Il est lié à la mécanique du temps, son émancipation ne peut se faire qu'à l'intérieur des règles définies par les maîtres horlogers. À ce moment-là, Méliès le reconnaît comme son fils et hommage est rendu à Méliès grâce à l'obstination d'Hugo qui est à la fois Scorsese, Kubrick et Truffaut et dont le nom Cabret signifie petite chambre, c'est-à-dire la chambre de l'apprenti en comparaison à la grande chambre, celle du milieu, où se réunissent les maîtres en loge. On aura également noté que lorsque Méliès révèle comment il a fabriqué ses films dans sa maison de verre, on ne le voit pas tourner Le Voyage dans la Lune, qui reste par conséquent une énigme, mais lors de l'hommage qui lui est publiquement rendu, il apparaît dans un triangle qui ouvre la Lune et filmé dans une pyramide de lumière lorsqu'il dit à son public « Venez donc rêver avec moi ». C'est une résurrection de celui que tout le monde croyait mort, comme ressuscité Kubrick lors d'un hommage qui lui était rendu, Kubrick qui avait disparu d'une vie publique à laquelle il n'avait jamais vraiment participé, toujours caché comme Méliès derrière ses films, et apparaissait pour la première fois de sa vie, même si c'était à distance, en chair et en os, et aussi en voix, pour s'adresser personnellement au public, comme le fait Méliès ici. Le film se termine par la réception donnée en l'honneur du maître de l'illusion, qui dit que toute l'étude de l'histoire du cinéma doit commencer par l'étude des pictogrammes de la grotte de Millau. La grotte étant par définition l'endroit symbolique, mais souvent réel,
où les frères s'isolent pour réfléchir à leurs travaux. Méliès ne dit rien de plus que le cinéma est un médium purement initiatique qui puise sa source dans l'ésotérisme. En sachant qu'au Paléolithique, les hommes ne possédaient pas de religion, les prendre pour modèle permet de s'émanciper de toute religion, un des principes fondateurs de la franc-maçonnerie. Le dernier plan du film est celui de l'automate avec derrière lui la nuit, celle qui cache la vérité du monde, et là c'est une référence à Metropolis, et c'est un film entièrement nocturne, tourné par le même Scorsese au milieu des années 80, que nous allons analyser désormais. Dans After Hours, le personnage est un informaticien, profession plus élitiste dans les années 80 qu'elle ne l'est aujourd'hui, ce qui fait de lui un être à part, dans le sens où il est hors du monde, un peu comme le sont beaucoup d'informaticiens qui se réfugient dans le virtuel pour échapper à un réel qui leur fait peur et qu'ils pensent pouvoir ordonner par des équations binaires. Paul, le héros d'After Hours, est une version douce du Travis Bickle de Taxi Driver, lui aussi inadapté social, qui croyait que la guerre du Vietnam lui aurait donné un statut d'Américain normal, c'est-à-dire d'un Américain traumatisé, et qui tentait avec beaucoup de difficulté de s'insérer dans une société où il n'avait strictement rien à faire. Paul, le personnage d'After Hours, est un personnage bienveillant, plongé dans un monde qui ne veut pas de lui. Sa bonne volonté est sans cesse contrariée par des événements invraisemblables qui l'entraînent dans une succession de catastrophes, à l'image des personnages joués par Pierre Richard. Travis Bickle, le héros de Taxi Driver, est tout le contraire de Paul. De son inadaptation sociale découle sa dangerosité. Le début de l'aventure de Paul est directement lié à sa lecture d'un roman d'Henry Miller, Tropique du cancer, ce qui attire l'attention de Marcy, une névrosée chargée d'un lourd passé traumatique. Henry Miller est par excellence l'auteur américain transgressif, inadapté à toute forme de vie sociale, marginal et bourlingueur, dont l'œuvre peut servir de guide à quiconque veut savoir comment faire pour ne pas être américain. Il écrivait notamment dans Le cauchemar climatisé « L'Amérique n'est pas un endroit pour un artiste. Être un artiste aux États-Unis, c'est être un lépreux moral, un inadapté économique, une charge pour la société. Un pourceau qui se gave de maïs mène une vie plus agréable que le créateur, qu'il soit écrivain, peintre ou musicien. Mieux vaut encore être un lapin. » Il écrivait aussi, et je cite de mémoire, que la beauté aux États-Unis avait été créée par la nature, les montagnes, les canyons, etc. En contraste, l'homme ne savait produire que de la laideur, du fonctionnel, dans ces immenses villes permanentes, insultes à la majesté de la nature. Dans Tropique du cancer, le roman qu'est en train de lire Paul, on peut lire, lorsqu'il parle de l'Inde, « L'ennemi de l'Inde, c'est l'esprit du temps, l'aiguille qui ne peut pas faire marche arrière. Rien ne prévaudra pour détourner ce virus qui empoisonne le monde entier. L'Amérique est l'incarnation même de cette condamnation. Elle entraînera le monde entier dans l'abîme sans fond. » On pourrait croire que c'est précisément cette phrase qui a servi de matrice au scénario, lié comme Hugo Cabret à l'enfermement du temps, à l'enfer des horloges. Alors qu'il est tranquillement en train de lire, Paul se voit interpellé par Marcy, une très belle femme, qui lui dit qu'elle aime bien ce livre. Paul lui répond qu'il aime lui aussi le relire souvent, qu'il le trouve meilleur que Tropique du Capricorne, Plexus ou Sexus. Ces deux derniers romans appartiennent avec Nexus à la dite trilogie d'Henry Miller, dont parlera Max Cady à la fille de son avocat dans Les nerfs à vif, sauf que Max Cady est un psychopathe, un Travis Bickle qui aurait basculé du mauvais côté, qui s'est nourri en prison de religion, de philosophie et aussi des écrits d'Henry Miller, dont il va se servir comme arme pour assouvir sa vengeance. Paul est la face inoffensive de ce type de personnage. Et la lecture de Miller le réconforte quant à sa vision d'un monde auquel il n'est pas adapté. Toute l'histoire d'After Hours se passe, comme le dit le titre, après les heures de travail. Les fameux after, depuis entrés dans le langage commun, au cours desquels on entre dans le vrai monde, celui qu'on ne peut pas percevoir quand on est en train de travailler. Tout va se passer à une nuit,
en plein noir, si on peut employer ce terme, ce qui permet de voir ce qui reste invisible en plein jour. Paul va découvrir en une nuit un monde irrationnel, enfermé dans une grande horloge et balisé par une symbolique invisible aux protagonistes du film, mais ostensiblement signalée au public. Une des premières anomalies est le comportement du caissier dans le restaurant où Paul rencontre Marcy. Paul ne remarque rien, mais Marcy, plus consciente que lui de la bizarrerie de ce qui l'entoure, lui fait remarquer que le caissier se prend pour une ballerine. Ensuite, elle lui parle d'une amie qui fabrique des presse-papiers en plâtre en forme de petits pains, autre bizarrerie, et elle lui laisse son numéro de téléphone avant de le quitter, mais le stylo de Paul ne fonctionne pas. Signe que Paul ne doit pas revoir Marcy, qu'elle est dangereuse pour lui, mais il est tombé sous son charme et demande de quoi écrire au caissier, qui lui donne un stylo tout en tournant sur lui-même comme une ballerine. Le numéro de téléphone noté sur la page de garde du roman d'Henry Miller, il prend prétexte d'appeler l'amie de Marcy nommée Kitty pour revoir Marcy, qui, à ce moment, prend l'appareil. Son attitude et le ton de sa voix au téléphone indiquent que Marcy est vraiment une fille à problème avec qui Paul devrait couper court. Mais il ne peut résister à sa beauté et accepte le rendez-vous qu'elle lui fixe par téléphone. Annotant le lieu de rendez-vous, il regarde l'heure, il est 11h32, une heure miroir, le 32 étant l'inverse de 23, signe qu'il est sur le chemin de l'éveil. L'heure est d'ailleurs marquée sur le radio-réveil. Pour aller au rendez-vous, Paul va prendre un taxi, celui de Robert De Niro dans Taxi Driver. Taxi jaune à damier, cadré, comme dans de nombreux plans de Taxi Driver, pour mettre en valeur le damier. Mais Paul tombe sur un chauffard qui roule toute vitre ouverte et le billet de 20$ avec lequel il devait payer sa course s'envole. Deuxième occasion de mettre le damier en valeur, et nouveau signe que sa rencontre avec Marcy n'augure rien de positif. Quand il arrive chez Kiki, l'amie de Marcy, Paul la voit en train de fabriquer une sculpture qui, à cause de sa technique de fabrication, faite de bandelettes, nous évoque automatiquement une momie égyptienne. De face, c'est un personnage en détresse dont Paul dit qu'il lui évoque le cri d'Edvard Munch. Kiki lui répond que le tableau ne s'appelle pas le cri, mais le hurlement. Évidemment, elle se trompe, mais cette exagération lui permet d'exprimer le degré de détresse de son personnage, qui est aussi le sien. En regardant la sculpture, on a l'impression de voir quelqu'un enfermé en lui-même, ou bien saisi dans sa terreur, la même momie filmée dans Le locataire de Polanski, et terreur semblable à certains moulages de Pompéi. Il y avait d'ailleurs un projet de film sur Pompéi, abandonné par Polanski en 2007. On remarque subtilement à l'arrière-plan, sur le mur et sur le divan, la présence du pavé mosaïque qui nous confirme que celui du taxi était montré délibérément. Et le motif entre carrément dans le plan quand on change l'axe de prise de vue. Les épaules endolories par sa pratique de la sculpture, Kiki demande à Paul de les lui masser. Pendant qu'il la masse, Paul lui raconte une étrange histoire, l'histoire d'un bandeau qu'on lui avait mis sur les yeux quand il avait 10 ans, suite à son opération des amygdales. Histoire que Paul ne peut raconter jusqu'au bout, Kiki endormi par le son de sa voix, et qu'il repose sur un des 2 coussins en damier posés sur son canapé. Le caractère instable et bipolaire de Marcy se confirme dans cette séquence sans que Paul, indéniablement sous son charme, n'en fasse cas. À l'initiation maçonnique, le feu transforme le profane en sacré, c'est-à-dire en initié. C'est ce qui arrive au père d'Hugo, dans Hugo Cabret, qui meurt brûlé par les flammes quand il tente de découvrir le secret de l'automate. Paul, pendant qu'il massait Kiki, lui a raconté qu'après son opération des amygdales, faute de place dans un service, on a dû le placer dans le service des grands brûlés, après lui avoir toutefois bandé les yeux. Il dit qu'il a retiré son bandeau, malgré l'interdiction, et qu'il a vu 3 points de suspension. Phrase qui ne se termine pas du fait que Kiki soit endormi. Il dit simplement « ce que j'ai vu », sans qu'on sache si sa vision fut positive ou négative. Tandis que Marcy prend une douche, Paul, tenté d'aller fouiller dans ses affaires, trouve une pommade utile à traiter les brûlures au second degré. C'est le grade atteint par Marcy qui, avant d'aller prendre sa douche, a adressé un clin d'œil d'initié à Paul. La douche que prend Marcy est une nouvelle référence subtile
à Alfred Hitchcock, dans la mesure où l'œil était mis en valeur après son assassinat par Norman Bates, alors qu'il est mis en valeur ici, avant que Marcy aille sous la douche. Cependant, elles vont l'une et l'autre mourir, la mort de Marcy surviendra plus tard dans l'histoire. Quand Paul demande à Marcy qui est le Franklin, marqué sur la sonnette de l'appartement où elle et Kiki vivent, Marcy botte en touche, et de manière plutôt agressive. Quel pouvoir exerce Franklin sur elle, et peut-être aussi sur Kiki, propriétaire de l'appartement qu'occupent les deux filles, appartement marqué de toutes parts par le pavé mosaïque. Marcy est une fille traumatisée à la personnalité fragmentée. Entre autres signes de névrose, elle entend des voix. Elle finit par avouer à Paul avoir été violée par son petit ami. Le tissu de l'abat-jour au-dessus de la tête de Marcy est noué de telle sorte qu'il évoque un papillon. Dans Taxi Driver, dans une scène de restaurant où Travis essayait de convaincre Iris, enfant de 12 ans, de quitter la prostitution, un papillon apparaissait dans les plans larges pour signaler l'emprise exercée par son maquereau sur Iris, à la fois son abuseur et son contrôleur mental. Dans le bar où ils vont prendre un café, Paul insiste pour savoir qui est Franklin. Alors Marcy lui répond qu'il s'agit de son mari, qu'elle a épousé très jeune et avec qui elle n'est restée que 3 jours. Elle lui dit cependant que son mari, fasciné par le cinéma, nourrissait une obsession pour le magicien d'Oz, et que durant leur nuit de noces, alors qu'elle était vierge, il lui hurlait au moment de jouir « Rends-toi, Dorothy ». N'est-elle pas en train de lui décrire le viol dont elle a été victime enfant, à l'âge de Dorothy, la jeune héroïne du magicien d'Oz, qui s'évade vers un monde imaginaire pour échapper à ses sévices. Franklin, est-ce par hasard, s'il porte le même nom que Benjamin Franklin, est un homme puissant qui l'a soumise enfant pour en faire son esclave. Le pavé mosaïque nous permet de penser que Franklin est un haut gradé de la franc-maçonnerie qui, selon Marcy, au moment où Paul l'interroge, se trouve en Turquie, pays de l'Empire ottoman pénétré en profondeur par la franc-maçonnerie occidentale depuis l'initiation de Mustafa Kemal, initiateur de la République turque qui est une république maçonnique. Elle fut créée en 1923, le chiffre 23 ayant une importance particulière pour les kabbalistes qui croient que provoquer un événement en correspondance avec certains de leurs chiffres fétiches l'imprégnera des intentions qu'ils cherchent à donner à l'événement en question. Le 23 était déjà présent à l'heure du radio-réveil. Au moment de quitter le bar, Paul demande l'addition au barman qui répond qu'au-delà d'une certaine heure, tout est gratuit parce que les règles ne sont plus les mêmes. Et Paul se rend compte que le barman connaît Marcy, à qui il adresse un clin d'œil, celui que s'adressent entre eux les frères et les sœurs. Dans Taxi Driver, Travis, qui essaie d'expliquer à son collègue, un vieux de la vieille du taxi de nuit, qu'il se sentait vivre dans un monde anormal, sans comprendre exactement ce qui ne tourne pas rond, se voyait répondre par son collègue qu'il n'avait aucune question à se poser. La vie devait être menée, telle qu'elle, à l'intérieur de son taxi, protégé par le damier. Son collègue se prénommait Wizard, magicien, qu'on traduit par sorcier dans la version française, dont la fonction était de maintenir un monde illusoire au-delà duquel il ne faut surtout pas regarder. Après que Paul ait embrassé Marcy, qui d'abord se laisse faire, puis éclate en sanglots, signe supplémentaire de sa profonde névrose, un plan nous montre Paul avec le visage coupé en deux, qui passe alternativement de l'ombre à la lumière, dans une sorte d'hésitation à s'abandonner à Marcy et ainsi franchir un pas initiatique afin de devenir lui-même initié. À ce moment précis, il est tenté d'ouvrir un livre sur la greffe et la rééducation des grands brûlés, le brûlé étant l'initié, mais les images insoutenables contenues dans l'ouvrage l'obligent à refermer le livre. Paul, placé dans la même situation que quand il avait 10 ans, ne peut aller au-delà de cette étape initiatique par laquelle est passé Marcy avec les conséquences traumatiques qui en résultent, sans doute parce qu'il est trop pur et qu'il ne pourra jamais faire partie de ce monde d'aliénés clôturé de toutes parts par le pavé mosaïque. Afin de mieux résister au charme envoûtant de Marcy, qui par ailleurs vient vers lui avec une bougie dans l'intention de le brûler symboliquement et charnellement en faisant l'amour avec lui, Paul se force à devenir désagréable avec Marcy pour pouvoir lui échapper. Il quitte l'appartement
et se retrouve sous la pluie. L'expression « il pleut », lorsqu'elle est prononcée entre frères, signifie qu'un profane s'approche d'eux et qu'il risque d'entendre les secrets de leur conversation. En la circonstance, Paul, sous la pluie, reste à l'état de profane par son refus de coucher avec Marcie. Il va se réfugier dans un bar de nuit où il ne peut consommer faute d'avoir suffisamment d'argent dans ses poches. De ce fait, la serveuse voit en lui quelqu'un qui n'est pas à sa place dans ce monde et à qui elle peut donc se confier comme l'a fait précédemment Marcie. Elle lui glisse alors un bout de papier sur lequel elle l'appelle au secours parce qu'elle déteste son boulot et lorsque Paul va dans les toilettes, un graffiti le met en garde sur ce qu'il risque de lui arriver s'il cède aux avances de la serveuse qui, en effet, lorsqu'il revient dans le bar, l'attend assise à sa table. La serveuse est, elle aussi, une initiée. Les contretemps ne cessent de s'accumuler pour empêcher Paul de rentrer chez lui. On lui a refusé un ticket de métro parce qu'il est arrivé pile au moment où le tarif venait de passer au tarif de nuit et qu'il n'avait pas assez d'argent sur lui. Le barman, qui comprend sa situation et décide de lui prêter de l'argent, voit sa caisse soudain bloquée pile à ce moment-là, et lorsqu'il accepte que Paul aille chercher la clé de la caisse chez lui, les voisins du barman le prennent pour un cambrioleur, après que les toilettes qu'il a utilisées en vitesse se soient bouchées. Une succession d'embûches qui indique à Paul qu'il n'est pas à sa place dans ce monde-là, situation que nous rencontrons tous à des périodes de notre vie, culpabilisante, qui nous laisse penser que quelque chose ne tourne pas rond chez nous, alors que c'est le monde qui ne tourne pas rond, et qui de ce fait rejette les gens normaux tels que Paul. Le thème de l'homme normal plongé dans un monde anormal est poussé à l'extrême dans un film comme Idiocratie. Les films de et avec Pierre Richard, et la plupart des films avec Peter Sellers, en particulier The Party. Dans le dédale de rue de Soho, le quartier d'où Paul n'arrive plus à repartir, il croise des cambrioleurs qui, à la fin de l'histoire, lui sauveront involontairement la vie. Ils chargent dans leur camionnette la sculpture en papier mâché de Kiki, tels les pilleurs de tombes de l'ancienne Égypte. Ce qui voudrait dire que le monde dans lequel vit Paul est identique à celui de l'ancienne Égypte par les rites des sociétés secrètes qui le conditionnent. De retour chez Kiki, qu'il croit attachée par les cambrioleurs alors qu'elle est en train de se livrer à une pratique SM avec son amant, Paul retrouve Marcie qui s'est suicidée au barbiturique. Dans la rue, il retrouve la serveuse qu'il abrite sous son parapluie, mais pas complètement. Il pleut toujours sur lui, parce qu'il est profane, mais la serveuse, qui, elle, est initiée, cherche à faire de Paul un adepte. Autre digression, faisons-nous plaisir, au sujet de la zizanie où De Funès interdit à son employé non initié de s'abriter sous le demi-parapluie avec la présence de la couleur jaune à l'arrière-plan. La serveuse du bar a proposé à Paul de venir chez elle pour qu'il sèche ses vêtements, symboliquement pour qu'il ne soit pas mouillé par la pluie en acceptant d'être initié. Paul lui raconte qu'il vient de trouver le cadavre de Marcie, fille qu'il connaissait à peine. Cependant, la serveuse, prénommée Julie, reste indifférente au chagrin de Paul parce qu'elle sait que dans ce monde diabolique, des filles sous emprise telles que Marcie ne peuvent pas finir autrement. Piqûre de rappel vers Hitchcock, Marcie morte un jour de pluie, renvoyant à Janet Leigh, tuée sous la douche. Hitchcock insistant sur son œil après le meurtre, Paul écartant l'œil de Marcie pour constater sa mort. On voit que Julie est elle aussi une névrosée, blessée par ce monde infernal. Cependant, elle tente de lier son traumatisme derrière un positivisme de façade. Nous connaissons tous ce genre de personnes qui s'efforcent à être constamment de bonne humeur, toute autre expression leur étant impossible, du fait de leur extrême fragilité. Dans l'appartement de Julie, vêtu de jaune, aux fenêtres desquelles sont accrochés de lourds rideaux jaunes, on remarque un canapé au coussin noir et blanc, ainsi qu'un arc-en-ciel disposé là comme une faute de goût. Plusieurs éléments qui nous indiquent qu'elle est sous emprise, l'arc-en-ciel qui, rappelons-le, symbolise l'enfance maltraitée, les chakras inversés, diront certains, et c'est devant cet arc-en-ciel que la serveuse, jusqu'ici de bonne humeur, va éclater en sanglots en évoquant le rejet dont elle est sans cesse victime. Paul aura remarqué que le couvre-lit de la serveuse est un damier, lit au pied duquel elle a disposé des pièges à rats, où un rat se fait d'ailleurs coincer. Ce sont de nouveau les rats du joueur de flûte de Hamelin qui nous confirment que la serveuse souffre d'un traumatisme lié à l'enfance, lequel a facilité
son intégration dans ce monde d'aliénés où elle tente de survivre derrière le masque de la bonne humeur. Mais lorsqu'elle veut offrir un presse-papier en plâtre, fabriqué, dit-elle, par une artiste du quartier, autrement dit Kiki, dont elle ne sait pas que Paul la connaît, Paul comprend que tout ce petit monde est connecté, y compris la boîte de nuit où il se rend, signalée par une façade à damier, où il doit retrouver Kiki qui participe à une soirée iroquoise, coupe que se faisait Robert De Niro dans Taxi Driver avant de commettre un carnage. Cette coupe de cheveux popularisée par les punks, lesquels se disaient rebelles à cette autre communauté qui se volait tout aussi rebelle, à savoir les hippies, De Niro l'adoptait pour signaler sa volonté d'être reconnu dans le système. D'abord en essayant d'assassiner un candidat à la présidence, ensuite en libérant une enfant de la prostitution. Ce folklore, en l'occurrence iroquois, n'est là que pour signaler sa différence, tout en restant dans un monde conforme. C'est ce que signalait Pasolini dans les écrits corsaires, à propos de la mode des cheveux longs, des rebelles dans la conformité de la rébellion. Par conséquent, le pavé mosaïque de la façade de la boîte punk indique que cette rébellion folklorique ne va pas au-delà de son folklore, puisqu'il est lui aussi sous contrôle. Instinctivement, Paul, seul homme normal dans ce monde aliéné, le comprend lorsqu'il refuse qu'on lui fasse la même coupe à l'intérieur de la discothèque. Et pour souligner la nature totalement illusoire de la culture punk, Scorsese manipule lui-même la poursuite qui sert à les éclairer, pantin nocturne dans un spectacle qui se suffit à lui-même. À partir de là, les gens du voisinage seront persuadés que Paul est le cambrioleur qui sévit dans le quartier de Soho. Quoi de plus normal? Il refuse de recevoir la marque de la bête, alors il ne peut être que celui qui vient piller les richesses du temple. Il devient le faux coupable, cher au cinéma d'Hitchcock, celui qu'on doit éliminer parce qu'il n'est pas des nôtres. À partir de là, le film prend des repères sur Body Snatchers, l'invasion des profanateurs de sépultures, version 1956 et version 1978, avec des scènes de groupe qui se déplacent comme des zombies dans les rues, à la recherche de Paul, celui qui n'est pas des leurs. Dans sa fuite, il rencontre une nouvelle névrosée, elle aussi vêtue de jaune, qui insiste pour l'aider. Quand Paul tente de lui expliquer ce qui lui est arrivé, elle aussi elle botte en touche en parlant d'autre chose, et comme ces gens que nous connaissons tous, à qui on tente de parler de la réalité du monde. L'intention de cette femme en jaune, en réalité, n'est pas d'aider Paul à fuir, mais de faire de lui un adepte, de le contaminer, en quelque sorte. Et on retrouve chez elle un motif en damier posé sur une commode. Réfugié dans un bar après avoir échappé à ses poursuivants, Paul voit entrer une iroquoise à l'œil marqué, comme au beurre noir, symbole d'allégeance, qui lui distribue un prospectus l'invitant à revenir vers la boîte punk, qui donne cette fois une soirée privée autour de l'art conceptuel. Or, quand Paul s'y rend, il n'y a personne. Sinon, une femme d'âge mûr, avec qui il va danser et à qui il dit qu'il veut simplement vivre, tandis que frappent à la grille ceux qui veulent le tuer. Cette femme d'âge mûr symbolise la mère de Paul, sans doute triste de l'avoir fait naître dans un monde aussi terrible, mais un plan sur elle nous montre qu'elle aussi appartient à la secte. Pour que Paul échappe aux gens de Soho déterminés à le lyncher, elle le camoufle sous des bandelettes de papier selon la même technique que Kiki, autre manière de nous montrer que tous ces gens sont connectés entre eux. Et après avoir entièrement momifié Paul, elle lui colle une bandelette sur la bouche pour qu'il ne raconte rien de ce qu'il a vu. À ce moment-là arrivent les voleurs, plus que jamais assimilés aux pilleurs de tombes égyptiennes, du fait qu'ils viennent voler la momie à l'intérieur de laquelle se trouve Paul, dans un sous-sol. Ils l'embarquent dans leur camionnette sans avoir fermé les portes arrière et la momie tombera pile devant l'immeuble où Paul travaille, le libérant de sa carapace pour aller reprendre sa place d'employé autiste qui jamais ne s'élèvera au-dessus de sa condition, faute de vouloir accepter l'initiation, unique moyen d'appartenir au grand monde de la secte. Sous l'aspect de la comédie, qui prolonge la valse des pantins réalisée juste avant, After Hours est un film qui procure un sentiment de fascination étrange, le même sentiment de fascination étrange que procure un film tel que Rendez-vous avec la peur de Jacques Tourneur, à cause de sa symbolique, mais une symbolique que le public ne peut pas expliquer, faute d'en posséder les clés de compréhension.